Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de ce 20h. Le président du parti Les Démocrates, Dr Thomas Boni Yayi, dénonce les tentatives de débauchage et d'intimidation que subissent les députés de sa formation politique. Il l'a fait savoir à travers une vidéo diffusée sur les canaux digitaux du parti. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous gérez mal vos finances ou vos ressources financières s'épuisent trop vite, alors la solution vous sera proposée dans un instant. Près d'un quart de siècle s'est écoulé depuis les attentats du 11 septembre 2001, mais pour beaucoup, l'émotion de cette journée reste vive. Ces commémorations se déroulent dans un contexte de tensions politiques accrues. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres dans un instant. L'ancien président de la République et actuel président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, s'est adressé au peuple béninois à travers une vidéo diffusée sur les plateformes numériques du parti. Il y dénonce les difficultés auxquelles font face les députés de sa formation politique, notamment des menaces et des tentatives de débauchage. Suivons-le. L'environnement n'est pas si stable, n'est pas si sécurisé, n'est pas si rassurant. Partout, c'est le justement de déstabilisation du parti. Il n'en prend pour preuve que ce qui est arrivé à un haut responsable du parti, un de nos vice-présidents, un grand homme d'État, très agréable, qui naturellement a connu son aventure. On lui a proposé, dans un premier temps, de ne pas déposer son parrainage, et dans un deuxième temps, de démissionner de ses fonctions parlementaires et de se faire remplacer par sa suppléante. C'est une femme. Les dispositions étaient prises pour ce faire. Mais, mieux par l'esprit républicain, ce haut responsable est revenu et a estimé qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité. C'est-à-dire qui conduirait à la mise en difficulté, j'allais dire, de la République. Cette épreuve l'a gérée. Mais cette épreuve pèse toujours sur tout le monde, sur la plupart des députés. Et sur le parti aussi, parce que se faire remplacer par un suppléant en ce moment n'aurait pas de sens. Aucun suppléant ne peut être installé. S'il m'abusait, conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée parlementaire, parce que intervenant peut-être à moins de 6 mois de la fin du mandat parlementaire. Donc, un député aujourd'hui qui dépose sa démission, eh bien, serait une perte sèche pour le parti, pour la nation, pour la République et pour notre processus électoral, donc pour notre démocratie. Adieu la gloire. Jusqu'ici, je vous confirme qu'ils sont tous unis et ils sont toujours forts. Je vous demande, chers compatriotes, de continuer de prier pour eux, pour qu'ils tiennent bon jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au 14 octobre 2025, au plus tard, c'est-à-dire la date de dépôt des dossiers de candidature. Concernant la désignation du duo de candidats qui portera les couleurs du parti à la présidentielle de 2026, Boni Yayi se veut rassurant. Le processus, promet-il, se déroulera dans la plus grande transparence, suivant un extrait de son intervention. Le parti se mobilise. Nous allons vers le choix du candidat. Je vous rassure que le processus est en cours au sein de notre parti politique. Le président ne choisira personne de manière solitaire. Je vous donne cette assurance. Ça va se faire dans la transparence, conformément à nos dispositions réglementaires, statutaires. Nous avons des instances qui vont se retrouver. Et c'est temps, je crois que nous sommes en train de mettre en place des comités ad hoc qui vont nous aider à cet effet. Donc c'est pour bientôt, ne vous en faites pas. Nous allons le faire dans une compréhension totale pour que
le parti soit véritablement l'instrument que vous attendez, c'est-à-dire de délivrance de notre pays. Parce que, j'ai voulu rappeler, nous sommes dans une transition démocratique. Je dis bien démocratique. Le choix du parti, naturellement, un parti politique est créé pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas en cause de ça. C'est pour tenir compte de son idéal, la défense des intérêts du peuple. Donc, dans un élan populaire, mes chers compatriotes, nous allons aboutir à une véritable alternance démocratique pacifique. Vous pouvez retenir que le parti ira bel et bien aux élections. À l'aube des législatives de 2026, un tournant décisif s'opère avec le retrait massif et déterminé des fiches de parrainage par les élus. Maires et députés fidèles à leur engagement ont répondu présent à l'appel de la Sénat. Plus que quelques heures et l'étape sera bouclée. Impression et ressenti avec Kamash Eke et Toussaint Bossa. Tournant décisif dans le processus de retrait de fiches de parrainage par les élus. Toujours avec joie et dévotion pour le service patriotique, les maires et députés ont effectué le déplacement de Ganri pour le retrait. Le président m'a dit que le délai pour demain vendredi, j'ai tout fait pour être là et je suis là. Je n'ai même pas tardé. Et l'accueil, partout où je suis rentré, ils m'ont bien accueilli, les formalités sont bien faites et puis voilà. Je crois que les dispositions ont été très bien, l'accueil aussi est chaleureux. Je n'ai pas traîné depuis mon arrivée dès le portail là-bas, les gens m'ont bien accueilli et je suis rentré dedans. L'accueil aussi a continué jusqu'à la réception de mon parrainage. J'ai le sentiment d'un citoyen honnête qui vient d'accomplir son devoir civique. D'abord, je pense que le dispositif est prompt, l'accueil est chaleureux, on ne perd pas du temps pour se faire servir. Je le vois sécurisé et il donne confiance. Depuis le portail jusqu'à l'entrée, jusqu'à la réception, jusqu'au déroulement de la réception de parrainage, je crois que tout s'est bien passé et les gens sont disponibles. Et puis je constate aussi là, la technicité. Et beaucoup de choses se sont faites de façon numérique. Je trouve cela formidable. D'abord, j'étais en voyage. Je viens d'arriver directement à la Sénat. Je n'ai même pas été à la maison. J'ai été surpris de voir que j'étais même le dernier à retirer le parrainage au niveau des députés. Je pense que le processus est enclenché et que l'accueil à la Sénat a été vraiment bon. J'ai été bien reçu. Ça a été vite fait et bien fait. La suite est claire. Parrainer le candidat idéal pour la présidentielle du 12 avril 2026. Moi, je suis de la majorité présidentielle. Nous avons un candidat. Forcément, je vais donner le parrainage à mon candidat. Et après avoir eu les consignes, nous donnons notre top, notre OK franc et notre OK gagnant. Je ne vais pas vous dire celui à qui je vais donner mon parrainage, mais vous voyez, celui-là qui fera que ma commune, mon département doit changer. C'est à lui que je vais donner mon parrainage. Nous sommes partants pour les élections générales, vraiment en confiance. Nous pensons qu'on va faire le maximum. D'abord, on va rafler le maximum au niveau des élections locales. On va aussi prendre le maximum au niveau des élections législatives. Et nous sommes aussi convaincus, comme maintenant nous avons un candidat, que notre candidat va gagner les élections présidentielles. Aujourd'hui marque l'avant-dernière journée de retrait et à ce jour, il n'y a que 3 maires qui manquent à l'appel. Ils pourront se rattraper demain vendredi 12 septembre 2025. La clôture du processus de retrait des fiches de parrainage laissera place à la suite du calendrier électoral rendu public par la Sénat. C'était un reportage signé Kamash Eke et Espoir Gbagbanou. Les populations béninoises sont au quotidien confrontées aux dépenses financières. La plupart se plaignant sans cesse sur la manière dont leurs ressources financières s'épuisent trop vite. L'éducation financière n'est-elle pas la clé pour apprendre à mieux gérer ses finances? Armel Alavant est consultant en inclusion et éducation financière. Il y répond au micro de Bernice Roussou
Maputo et de Jean-Marie Adeyemi. L'éducation financière nous enseigne les techniques, les stratégies, nous familiarise avec les concepts financiers de base et nous permet d'avoir vraiment une idée de tout ce qui est offre de services financiers et de pouvoir y accéder en toute responsabilité. L'éducation financière vous donne des outils, vous donne des connaissances pour pouvoir faire des choix. L'éducation financière vous permet de savoir si dans une position d'entrepreneur ou dans une position de salarié, est-ce que vous avez forcément besoin de prendre un crédit avant de vous réaliser. Ça, l'éducation financière vous le dit. Et parce que vous avez des techniques qui vous permettent donc soit d'épargner, soit de savoir dépenser, soit de savoir investir à travers, par exemple, le budget que vous élaborez. Donc l'éducation financière, c'est un ensemble de connaissances et de compétences et aussi de confiance que vous avez en vous-même. Alors l'avantage pour les apprenants, c'est déjà de détenir très tôt des connaissances en termes des connaissances financières de base. D'accord, ce qu'est l'épargne, ce qu'est les dépenses, ce qu'est le crédit, ce qu'est le budget surtout, qui est un outil qui nous permet donc de nous discipliner en termes de gestion financière, ce qu'est l'investissement, pour éviter vraiment d'aller dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune, même en milieu scolaire, qui est même en 4e, 3e, même en 5e, c'est quoi l'investissement? Il va commencer à parler de crypto-monnaie, de bitcoin, tout ça, etc. Donc il faut que les jeunes arrivent à comprendre. D'ici déjà, en classe de 6e, 5e, ils comprennent déjà ce qu'est une crypto-monnaie, etc. Ça veut dire qu'on peut déjà commencer par leur parler effectivement donc, de l'éducation financière. Aujourd'hui, où les enjeux économiques deviennent de plus en plus persistants, détenir très tôt des connaissances financières de base est très utile. Au regard des avantages découlant d'une bonne éducation, l'introduction d'une telle matière dans l'enseignement est souhaitée par certains observateurs du Bénin et d'ailleurs. C'est ce que précise d'ailleurs le consultant Armel Alavant. L'éducation financière aujourd'hui est traitée de compétences essentielles, un peu comme les compétences numériques. L'éducation financière est une compétence essentielle. Et je crois que récemment, donc, lors de la conférence, ça doit être au niveau de l'UNESCO, la thématique a été abordée pour dire qu'il faut que désormais l'éducation financière puisse intégrer les curricula. On peut faire de l'éducation financière une activité parascolaire. Un peu comme on a l'habitude de faire du jardinage, du théâtre, etc. On peut faire de l'éducation financière en milieu scolaire de cette façon, pour permettre aux gens donc de choisir. Donc ça peut être une activité, je vais dire, facultative, l'éducation financière en milieu scolaire. Et plus précisément dans les curricula, c'est quelque chose qui va changer complètement les hommes que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu des bois secs. Je le dis un peu, des bois secs, on a déjà pris des plis, qu'on a du mal à corriger. Mais si l'éducation financière peut intégrer les curricula, déjà même au niveau donc, de la maternelle, primaire, secondaire jusqu'à l'université, on aura des Béninois de type nouveau. On aura des acteurs économiques, des agents économiques de type nouveau qui auront beaucoup plus de bons comportements face à l'argent, notamment en termes de dépenses, en termes d'épargne et en termes d'investissement. Il y a beaucoup d'initiatives en cours qui vont faciliter quand même cette intégration que nous appelons tous de nos voeux. Hors de nos frontières à présent, je l'annonçais dans les titres, New York commémore aujourd'hui jeudi les attentats du 11 septembre 2001. Un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie. Suivant. Le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient la cible de 4 attentats suicides coordonnés perpétrés par 19 membres du groupe islamiste Al-Qaïda dirigé par Oussama Ben Laden. À New York, 2 avions en ligne détournés s'étaient écrasés volontairement contre les tours jumelles du World Trade Center, provoquant leur effondrement en moins de 2 heures et la mort de milliers de personnes. À Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center, des proches des quelques 3000 victimes du drame ont commencé à participer à la longue cérémonie de lecture des noms de tous les morts comme désormais à chaque anniversaire. Dès le crépuscule, 2 faisceaux de lumière se sont levés dans le ciel pour symboliser les tours jumelles illuminant le sud de Manhattan jusqu'à l'aube. Des concerts gratuits ont eu lieu dans divers espaces publics, des cérémonies dans les casernes de pompiers. Donald Trump, le président américain, n'a pas prévu de participer aux cérémonies à New York, mais sera présent le soir à
un match de baseball au Yankee Stadium. Son vice-président J.D. Vance a annulé sa venue à Ground Zero pour se rendre dans l'Utah afin d'y rencontrer la famille de Charlie Kirk, l'influenceur conservateur assassiné mercredi. En début de matinée, plusieurs candidats à la mairie de New York ont pris place parmi les officiants présents aux premières célébrations, aux côtés notamment de Rudy qui dirigeait la ville pendant les attentats, le torse sain d'un corset. Il a récemment été blessé dans un grave accident de la circulation. La cérémonie est l'occasion d'une courte trêve dans l'âpre bataille en cours pour la mairie. Dernier coup en date, lors d'un événement organisé près du site des attentats, l'ex-gouverneur démocrate Andrew Cuomo, qui concourt en indépendant, a associé son principal rival Zoran Mandani, qui lui est investi par le parti, à un streamer vedette de la gauche radicale, Hassan Piker, lequel avait déclaré en 2019 que les États-Unis ont mérité le 11 septembre. Laissez vos rêves changer la réalité, mais ne laissez pas la réalité changer vos rêves. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.